Les Américains, eux, leur armement, dans leur intérêt, alors peut-être pas pour défendre l'Ukraine ou l'Europe, mais dans leur intérêt, ils développent leur armement de manière extrêmement spectaculaire. C'est notamment la bombe Minuteman, la bombe nucléaire. Le missile. Le missile. Oui, c'était la nuit dernière, le missile balistique intercontinental Minuteman 3, d'une portée de 13 000 km. Regardez, on a même les images. Ça s'est fait depuis la base spatiale de Vandenberg, en Californie. Un lancement d'essai donc, d'un missile balistique intercontinental non armé, évidemment, qui a été effectué entre 23h et 5h du matin. Et qui s'est bien passé. C'est quoi le signal envoyé en faisant cet essai Bon, alors d'abord, il faut rappeler qu'on ne décide pas d'un essai comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est planifié depuis longtemps. En tout cas, c'était important pour eux de communiquer dessus. Ils ont envoyé des vidéos, des on images. peut communiquer, ça c'est clair. Non, mais le Minuteman, c'est l'ossature de la force nucléaire américaine. Ils en ont 400 comme ça, ce sont des missiles intercontinentaux. C'est ancien, hein, ça date de 1970. Les premiers Minuteman, c'est 1962. Donc c'est le Minuteman et dans les sous-marins, vous avez le Trident, le Triton 2. Donc c'est vraiment l'ossature de leur arsenal qui devrait être normalement remplacé dans les années 2030. Mais voilà, cet arsenal, il faut le tester régulièrement malgré tout. Hein, il faut montrer que ça fonctionne bien. Donc on teste les missiles. Bon, celui-là a bien fonctionné. Donc c'est un missile intercontinental. Il porte à 13 000 km. Donc il peut taper à peu près n'importe où. Il est relativement précis. Il y a une précision de 200 mètres et il peut porter plusieurs charges nucléaires. Donc voilà, c'est ancien, mais c'est ce que les Américains ont de plus puissant en stock. La qualité de l'armement militaire nucléaire américain, plus de 300 essais similaires ont été effectués dans le passé. Il y a une continuité là qui est extrêmement impressionnante. C'est la validation du bon vieillissement d'un équipement. Mais c'est-à-dire que là, on est quand même sur la 3e génération du Minuteman, parce qu'il date des années 60, mais de mémoire, il a été produit, cette version-là, jusqu'en 2008. Donc on est sur des équipements qui doivent tenir encore 25 ans après la livraison. C'est-à-dire 400, ils en avaient 1000 des Minuteman. Jusque dans les années 2040, ils ont la garantie que ce système-là va fonctionner. Et donc de la même manière que les Russes doivent développer le Sarmat pour remplacer leur système vieillissant, et ils ont du mal à le faire puisqu'ils n'ont plus les technologies des Ukrainiens, et bien les Russes ont des successeurs. Mais la France aussi le fait. Le missile M51, nous on est dans des sous-marins nucléaires, nous aussi on fait des tests. Donc le fait qu'il y ait des tests américains, français, russes ponctuellement, c'est pas une démonstration de force, c'est la normale des choses quand on teste nos équipements pour valider qu'on a toujours une dissuasion. Ce qui se passe ce soir est extrêmement important. Ce qui se passe est extrêmement important. Je vous donne tout de suite la parole, Sergueï. Mais c'est des annonces de ce soir, des minutes qui précèdent. Trump veut réduire le budget de Pentagone de 8% par an pendant 5 ans. C'est sa fameuse obsession des coupes claires avec Musk. Aussi, ouais. 17 secteurs, cependant, sont exemptés de coupes, dont les opérations à la frontière, ou la modernisation de l'arsenal nucléaire. Donc on voit que la puissance américaine, le colossal arsenal nucléaire américain, 900 milliards de dollars, ça continue. Ils savent très bien que le monde sera dangereux. Ils ne croient pas du tout que Poutine soit gentil. De toute façon, vous avez ce lancement, là où je ne suis pas d'accord, ça a été préparé depuis longtemps, mais ça a été calculé après un mois après la prise de fonction du nouveau président. Ça veut dire que c'est une démonstration de force, parce que Poutine a fait exactement la même chose. Quand Trump prenait ses fonctions, Poutine a essayé vous rappelez, a essayé de lancer Oreshnik. Et ça n'a pas marché. Et donc il a limogé Borisov, qui était le chargé de Roscosmos, parce que ça n'a pas marché. Donc en fait, les deux ont fait exactement la même chose, mais les Américains, effectivement, ils ont un arsenal qu'ils doivent maintenir. Donc c'est pour montrer que leur arsenal marche, et que les États-Unis restent la puissance. D'ailleurs, il a lancé aussi le programme, il a signé l'oukaz, en quelque sorte, du DOM, comme en Israël, en fait, de repenser la protection anti-missile des États-Unis. Ce point est très important. On comprend qu'on peut s'amuser sur les conjectures si Trump a eu une nuit, je ne sais quoi, dans les années 80 ou 70 à Moscou, mais l'essentiel, c'est quand même que les États-Unis d'Amérique savent très bien qu'il faut se préparer à tout. Bien sûr, bien sûr que la dissuasion, c'est très important. Ils sont 3 empires, mais ils se méfient des 3 empires. Ce qu'ils aimeraient, c'est être plus proche. C'est la doctrine très vieille, c'est ce qu'on appelle le triangle kissingerien. C'est-à-dire qu'ils espèrent être plus proches de Moscou et de Pékin que Pékin et Moscou entre eux. C'est ce triangle-là qu'ils poursuivent, mais bien sûr qu'ils se méfient
des Russes, ils vont continuer à s'en méfier, de l'Empire russe, et qui se méfient des Chinois. C'est évident. Simplement, ils voudraient être plus proches des Chinois et plus proches des Russes que les Russes et les Chinois ensemble. Trump, il veut casser l'alliance entre la Chine et la Russie. Est-ce que ça nous protège aussi si demain les pays baltes étaient attaqués, si demain Poutine s'en prend au front de l'OTAN? Est-ce que cette bombe nous protège aussi ou est-ce qu'elle ne protège que les Américains? Si ça intéresse de toute façon Donald Trump, et on n'a pas de garantie en ce qui concerne les pays baltes. Il émet des doutes déjà sur l'utilisation de l'article 5, donc je ne suis pas sûr que cette bombe effectivement nous protège. Alors, bien comprendre que la dissuasion nucléaire, la protection nucléaire américaine en Europe, elle est faite à partir de moyens en Europe. C'est-à-dire que si, et c'est volontaire, c'est-à-dire que si on utilisait un Minuteman pour attaquer la Russie, donc de tirer depuis le sol américain, la riposte qui sera une riposte nucléaire, elle sera sur le sol américain. Donc c'est la raison pour laquelle, et pour la rendre finalement plus crédible, les armes nucléaires, les bombes B-61, qui sont des bombes de relativement petite puissance et larguées par avion, sont en Europe. Maintenant, on peut regarder la carte, on va afficher la carte. Maintenant, une dissuasion, notamment une dissuasion nucléaire, c'est des moyens, bon, ils y sont, mais c'est une crédibilité aussi, c'est multiplié par une crédibilité. Et il faut être sûr il faut en tout cas persuader l'adversaire éventuel qu'on osera l'utiliser, sachant que c'est quand même une décision extrêmement délicate, puisque face à une puissance nucléaire, vous allez recevoir une riposte nucléaire. Donc c'est extrêmement délicat, et il faut montrer là que voilà, on ira, quoi. Et là, par les temps qui courent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que Trump ira si un pays dont il ignore où il se trouve sur la carte est attaqué par la Russie, on en est là, où il n'y a pas d'intérêt américain? Moi, je suis une génération qui a grandi avec l'idée que si les Soviétiques attaquaient, c'était la guerre générale. Je veux dire que ce serait la guerre générale, à tort ou à raison. Je dois vous rassurer. Mais à l'époque, c'était Reagan. C'était des gens sérieux. Là, on est avec Trump. Trump qui ne sait pas que la Chine fait partie des BRICS, il l'a quand même dit la semaine dernière. Trump, effectivement, qui ne sait certainement pas où sont les États baltes. Donc aujourd'hui, il y a la Russie qui déborde, la Russie qui ne respecte pas les accords de la fin de l'URSS, qui remet des armes nucléaires à Kaliningrad et en Biélorussie. Eh bien, il faut qu'à minima, les États-Unis, normalement, ils devraient rééquilibrer. Eux aussi devraient pouvoir fournir à la Pologne les armes nucléaires qui seraient nécessaires pour leur défense. Et l'Ukraine, j'en parle même pas, mais ils ne sont pas dans l'OTAN, donc c'est plus compliqué. Et si les États-Unis ne le font pas, la France a un poids. La France a une arme nucléaire. Si les pays européens veulent arrêter d'acheter américain, veulent acheter du Rafale, veulent mettre des armes nucléaires, alors là je parle de questions géopolitiques qui nous dépassent quand même, horizon 2035, faisons-le. Ayons une défense intégrée européenne sans les Américains. Et là on sera sérieux. On n'en est pas là. Bien sûr, mais je le souhaite. Personne en France, le président de la République n'est prêt à étendre aux pays baltes la dissuasion nucléaire. Il ne le dira pas, parce qu'en même temps on ne dit pas à quoi s'applique la dissuasion, mais j'en doute fort. Débarrassons-nous de la dissuasion américaine. C'est les intérêts vitaux de la patrie française, et évidemment qu'on ne considérera pas qu'une base en Estonie, la base de Narva, fait partie des intérêts vitaux de la République française. Ni des États-Unis. Je suis persuadé que Trump ne bougera pas un orteil pour quelques pays européens que ce soit. Si peut-être l'Allemagne, oui, mais les pays baltes, la Finlande, il ne bougera absolument pas. En revanche, il y a quelque chose sur lequel je suis optimiste. Bon, c'est paradoxal en fait, parce que Trump, il est imprévisible, mais comme il est devenu ami avec Poutine, et il est en train de redevenir ami avec Poutine, on est sûr qu'il ne fera pas la guerre nucléaire avec Poutine. Donc la guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, maintenant, elle est exclue. Tant que Trump est là. Moi, je pense qu'on est sûr de rien, parce que vu comme il réagit Trump, un jour c'est une chose, le lendemain c'est autre chose. Mais dans cette situation, surtout de dissuasion nucléaire, je pense que la question aujourd'hui, en fait, le président Zelensky, il pose la question aussi clairement. Il dit, écoutez, soit si vous ne nous acceptez pas dans l'OTAN, donc il s'agit de la sécurité de l'Ukraine après la fin de combat ou après la fin de la guerre. Donc parlons de retour des armements nucléaires. Mais pour l'instant, cette question apparemment ne se pose pas, et c'est justement ça le problème, parce que le contrat a été rompu, le contrat n'a pas été tenu. Le contrat, ça veut dire mémorandum de Budapest qui a été signé en 1994, il n'a pas été tenu. Donc les parties contractantes ont failli dans ce contrat. Et donc l'Ukraine, elle a tout à fait droit de récupérer, d'annuler le contrat, dire c'est caduc, donc finalement il n'y a plus de contrat. Finalement, rendez-nous nos armements nucléaires ou en produire ses propres armements nucléaires. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de législation qui a joué déjà
il n'y avait pas de précédent juridique. Finalement, et pourquoi pas? Donc après, bien sûr, on me rétorque en disant oui, mais la Russie ne sera pas d'accord. Mais la Russie, on ne posera même pas la question parce que quand la Russie a rendu, on ne sait pas vraiment si ça a eu lieu, mais apparemment les Russes, ils ont redéposé les têtes nucléaires en Biélorussie. Donc Biélorussie faisait partie avec l'Ukraine et le Kazakhstan de ces signataires de mémorandum de Budapest en 1994. Donc voyez déjà, d'un côté c'est rompu, continuons sur le bon chemin et armons l'Ukraine avec les armements nucléaires.